remercier Aziz. Abdelaziz est quelqu'un qui travaille abondamment, énormément pour la culture, que ce soit à Thiès, que ce soit ailleurs. Je l'ai écouté, réécouté, mais c'est toujours un régal et un plaisir de l'écouter. Et puisqu'il a fait applaudir tout le monde pour ce qu'il est et ce qu'il fait, moi je voudrais également que l'on applaudisse Abdelaziz pour ce qu'il fait, mais également ce qu'il est pour la littérature, parce que je ne sais pas si le président, à travers le ministère de la Culture, ne va pas encore élevé au grade de chevalier de l'ordre, mais je crois que ça devrait être quelque chose qui doit être fait, parce qu'Aziz vous en fait beaucoup pour le livre, pour la lecture, mais surtout pour la culture de façon générale. Bravo, continuez comme ça, et je crois que le combat que nous sommes en train de mener contre l'ignorance, contre le manque d'éducation, on pourra le gagner. Parce que moi, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui aussi, parce que l'Harmattan Sénégal, quand on ouvrait en 2009, nous avions comme slogan, comme vision de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Et à travers des publications, à travers des cérémonies de présentation de livres, nous nous sommes déplacés un peu partout au Sénégal. La semaine passée, nous étions à Kédougou, nous avons fait Thiès à plusieurs reprises, Saint-Louis, quasiment dans toutes les régions. Nous avons des auteurs, des individus qui publient, et aujourd'hui l'Harmattan publie au moins 150 livres par an, ce qui fait que ça montre encore une fois de plus le dynamisme d'ouvrage. Ici à Thiès uniquement, je viens de voir Ousseinou, qui est l'un de nos auteurs, Ousseinou qui a sorti un recueil de poèmes et qui a un autre dans le pipeline. Bravo à lui, et je sais qu'à Thiès, il y a énormément de talent, le doyen Abdourahim Kébé et d'autres peut-être que je n'ai pas encore cités, mais qui sont là, qui produisent mais de la qualité, et Aziz aide le public thiessois, le public sénégalais à voir ces individus. Donc c'est pour cela que aussi je voudrais féliciter le doyen Alioune Niang Mbaye. Alioune Niang Mbaye, le professeur, moi c'est vrai que c'est la première fois que je le vois, mais quand j'étais à l'Institut supérieur de développement local, qui est à Dakar, tous les étudiants que je connais, quand on leur a dit que le professeur Alioune Niang Mbaye a sorti un livre, la première question qui a été posée, est-ce que c'est un livre en matière de développement local? Parce qu'il a été un prof qui a marqué tellement de générations là-bas. Et je crois que ce travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous le prolongez à travers un recueil de poèmes, mais c'est la subtilité. Passer à travers la poésie qui interpelle le cœur pour pouvoir transformer, mettre les gens dans une disposition d'accepter, de comprendre le développement. Parce que le professeur ne dit rien d'autre qu'aujourd'hui, l'Afrique doit prendre, ça doit être le tour de l'Afrique. C'est au tour. C'est à l'Afrique aujourd'hui de prendre ses responsabilités, de jouer son rôle, sa partition. Et cela, je crois que s'il le comprend, le combat de développement local qui est votre ami Mohamedou Sy, dit que les gens préfèrent étudier le marketing, la comptabilité et autres. Et le développement local est à peu près un peu le parent pauvre en matière d'étudiants parce que ce n'est pas la ruée vers cela. Et prendre la décision d'ouvrir une école de développement local, c'est prendre la décision de mener un combat pour que nos pays, pour que nos régions puissent se développer. Et c'est le combat et ce pari que vous avez voulu tenir. Et je crois que là où vous en êtes, moi je crois que je vais venir me réinscrire parce que j'ai déjà fait un master en management de projet et un autre en suivi et évaluation de programmes et projets. Donc je crois que je vais revenir, mais pour faire ce que les Américains appellent une éducation où on saute carrément des étapes, une éducation vicariante. Ça signifie qu'on choisit quelqu'un à qui on confie des étudiants et qui, en un espace très court, leur permet d'acquérir des notions et des connaissances extrêmement approfondies dans une matière. Et je suis convaincu qu'en fréquentant le professeur, rien qu'en 2 ans, certainement j'aurai le niveau d'un PhD, sans pour autant écrire une thèse. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, demander au public, comme on le fait d'habitude, ce combat-là est le nôtre. Vous qui savez qu'il y a un combat mené contre l'ignorance, il y en a dans cette salle certainement, j'en suis convaincu, je vois M. Badiane, qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Je crois qu'il faudrait que vous puissiez entrer dans l'histoire et surtout rester dans l'histoire à travers un livre que vous allez produire parce que M. Niang Mbaye aujourd'hui est entré dans l'histoire, mais il restera dans l'histoire à jamais parce que les futures générations vont lire cela et comme le disait l'autre, le général de guerre, whatever you do in life,
has an echo in history. Tout ce que vous faites dans la vie aura un écho dans la vie. Et donc, à travers ce recueil de poèmes, ou en le lisant pour ceux qui le liront, on comprendra, parce que quand je relisais la lettre du voyant de Arthur Rimbaud qu'il avait adressée en 1871 à Paul de Menem, il lui disait une chose par rapport aux deux fonctions du poète. Il disait que le poète a deux fonctions. C'est inspecter l'invisible et entendre l'inouï. Quand il dit donc ce que l'on ne voit pas, les gens ne voient pas, Alioune Ndiambaye va voir et disséquer ce que les gens ne voient pas et les couche au niveau de cet ouvrage-là pour qu'on puisse voir l'invisible. Mais il fait une chose extraordinaire, c'est qu'il entend l'inouï. L'inouï au sens latin du terme inauditus, quelque chose qui n'a jamais été entendu. M. Ndiambaye entend des choses qui n'ont jamais été entendues et qui nous permettent de les découvrir à travers Africanitude. Je vous remercie de votre aimable attention. Aujourd'hui, quand on parle de livres et qu'on parle de poésie, on dit africanitude. Je ne peux pas m'empêcher de continuer sans vous donner peut-être quelques extraits pour dire un petit reportage, pour dire que ce soit verbal. Parce qu'avec la magie des mots, c'est aussi une lumière qui permet de voir ce que nous avons illustré. Parce que quand Alioune Ndiambaye parle du temps de l'Afrique, il campe vraiment pour dire que c'est le temps de l'Afrique qui plaide ce recueil, avec l'espoir et la ferme détermination de susciter une remise en question en vue d'un redressement collectif pour bâtir une autre Afrique, une Afrique d'enchantement et d'émerveillement, en mesure de stimuler les vaillants cœurs à l'ouvrage. Ô Afrique authentique, quelle plus grande richesse espères-tu, plus que la puissance exaltée par ta jeunesse, malheureusement avide de challenges et de réalisations. Jeunesse espoir de l'Afrique, ce temps est celui du rêve, oui, celui du projet et de l'action concrète. Rappelle-toi de l'horreur des traversées macabres, des transactions et des négriers qui vidèrent ton continent de sa force vive. Aiguise ta volonté et impulse l'élan de prendre en charge ton destin entre tes mains. Un plaidoyer qui rappelle par ailleurs la responsabilité des élites devant cette force vive à écouter et à accompagner dans l'œuvre argumente à bâtir ensemble. Des campagnes aux villes, l'appel vibrant des chantiers indique ta voix réelle. Voici donc le Sakacampé Alioune Ndiambaye. Quand il parle de moi, souvent je me retourne pour savoir de qui il parle. Tellement que ses propos à mon endroit sont élogieux. Mais c'est parce qu'il est arrivé à un moment de ma trajectoire, le jeune étudiant que j'étais à l'université, je pense en duel 2, devait écrire un dossier sur le théâtre. Notre professeur Ousmane Diakhaté, à l'époque, m'avait vivement recommandé d'aller suivre une pièce jouée par les Gueule Tapée. La pièce s'appelait Africa, c'est chic. Et j'ai eu l'heureuse surprise de trouver Abdoul Aziz Gueye, qui en était l'acteur principal et qui jouait le rôle de Mobutu. Imaginez à l'époque qu'un étudiant paye presque la moitié de sa bourse pour aller suivre une pièce de théâtre à l'Institut français. Je me regardais dans la salle, j'étais presque l'un des seuls noirs à suivre la pièce de théâtre. La bourse, la demi à l'époque, c'était 18 000 francs. Le ticket d'entrée, c'était 15 000 francs. Imaginez donc, j'avais déboursé presque toute ma demi-bourse pour aller découvrir cette pièce. Mais je ne l'ai jamais regretté. Parce que c'est ce jour-là que j'ai découvert Aziz. Après, je suis allé le rencontrer à Blaise Senghor pour faire un complément de dossier. Et de surprise en surprise, je découvre que Aziz venait de Thiès. Et après, on s'est perdu de vue. C'était au début des années 2000. Je suis parti faire mon métier à Matam. Je suis revenu 10 ans après. Lui et moi, on s'est croisés à l'inspection d'académie. J'avais perdu son nom. Mais je lui ai dit, ça, c'est pas Mobutu. Il me dit, ça, c'est mon étudiant. Et depuis lors, à la croisée des chemins, la voie zigzag qu'il avait créée, moi, une structure dénommée à la croisée des chemins, nous cheminons ensemble. On a tenté, tant bien que mal,
de porter l'amour du livre, l'amour de la lecture dans les écoles, on avait créé une émission qui s'appelait, comment le nom de l'émission encore? La Ronde des Arts. J'avais une structure qui était dénommée Amli, Amlek, ami du livre, ami de la lecture. Mais Amli, pour dire que Amli, dinga am lolek, parce que le livre est une lecture. Mais une lecture, le livre est une nourriture qui n'est destinée qu'aux humains. Tant que nous ne faisons que manger, nous ne faisons pas mieux que les animaux. L'animal le plus évolué du monde, l'animal le mieux dompté du monde, vous pouvez l'habiller, vous pouvez l'astiquer, mais donnez-lui un livre, il ne saura que faire. Il n'y a que les humains qui s'intéressent aux livres. Donc Aziz, ce n'est pas une digression de te dire ceci par reconnaissance. Je ne me suis jamais senti mal à l'aise devant un public, ni devant des micros. Mais aujourd'hui, à côté de ces immensités, je me sens comme un roseau devant la chaîne. Je me sens comme le crapaud devant l'éléphant. Rien que de m'avoir fait découvrir Alioune Niang, ça en valait la peine. Je ne parle pas de M. Colli. Le colis verbal qu'il nous a délivré fait qu'il sera très difficile de parler après M. Colli. Et au risque d'être collé, le public que j'ai en face est un public de connaisseurs. Je regarde mon ami Doumbouya, je regarde mon ami Mbeng, je regarde le poète Ndion. Mais surtout, très difficile de parler sous le contrôle d'un éminent collègue et d'un éminent maître qui se veut trop discret, c'est M. Dien ici présent. On est ensemble au lycée Amary Ndack Seck. Il m'a appris plus que n'importe quel livre de pédagogie. Cette année ou l'année dernière, il m'a dit, par rapport au programme qu'on nous a demandé de vérifier, il m'a dit, Mango, le programme est comme une vaste forêt, comme un champ. On peut faire toute la forêt, on peut faire tout le champ. Quelqu'un d'autre fera une partie de la forêt. Celui qui aura fait toute la forêt peut passer tout le temps à côté du trésor. Celui qui n'aura fait qu'une partie, trouver directement le trésor. Merci doyen pour ces conseils. Et qui parle de champ, il va sans dire, va rencontrer M. Mbaye. Parce que tu as un tol le Mbaye, tu as Mbaye. Donc on est en face de M. Mbaye. Et je vais vous dire, on m'a demandé de faire un travail très difficile, très ingrat. C'est le travail de critique littéraire, de critique d'art, que malheureusement les Sénégalais ne comprennent pas. Parce que la critique, toujours sous le contrôle du doyen, est une des fonctions de la littérature qui a été inventée au XIXe siècle. La littérature a fait ses pas de géant à partir de la critique. Donc je rends ici un vibrant hommage aux maîtres qui m'ont formé à la critique, Feu Iba Ndiaye Diadji et Feu Omar Ndao. Pour dire que vouloir faire une critique dans une société qui ne l'accepte pas, parce que les Sénégalais ne savent pas que la critique peut être positive. Mais heureusement qu'en lisant M. Mbaye, je n'ai pas pu trouver de critique. C'est pourquoi je décevrai. Je vais beaucoup vous décevoir. Il m'est très difficile d'être élogieux vis-à-vis d'un individu. Mais tout à l'heure, dès que je l'ai rencontré, les premiers mots que j'ai eus à son endroit, c'était de lui présenter vraiment mes éloges. Parce que c'est un livre que je n'ai pas beaucoup lu. Je ne l'ai lu qu'une seule fois, alors que je l'ai depuis un mois. Parce que dès que je l'ai ouvert, je l'ai terminé tout d'un trait. Dès qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Tout est succulent. Et c'est pour garder la saveur à la bouche et dans ma mémoire que je n'ai pas voulu relire. Parce que tout est succulent. Et à ma grande surprise, je découvre que c'est sa première œuvre, une première production. M. Mbaye, je ne sais pas dans d'autres domaines, mais en poésie, vous risquez de ne plus écrire.
Parce qu'en une œuvre, vous avez fait œuvre de maître. Je sais que c'est une production de plus d'une vingtaine d'années. 99 poèmes, ça ne se voit pas de nos jours. D'habitude, les recueils que les gens publient, c'est tout juste une quinzaine, une vingtaine, une trentaine. Mais quand quelqu'un vous présente 99 poèmes, ouvrez le livre, vous allez voir que c'est 99 textes. Mais le chiffre 99 est aussi divin. 99, les 99 attributs d'Allah. C'est parce que sous la plume de Mouchembaï, il y a un souffle divin. Et qui n'est pas visité par la muse, qui n'est pas visité par le souffle divin, ne peut pas être poète. Parce que le poète, en dernière instance, comme Victor Hugo le disait, dans la fonction du poète, le poète est un prophète. C'est lui qui, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, faire flamboyer l'avenir. Je ne vous lirai aucun texte. Je vous laisserai le découvrir. Parce qu'il a fait le tour de la poésie. Vous ne trouverez pratiquement pas un domaine qu'il n'a pas visité. Un domaine qu'il n'a pas célébré dans sa poésie. C'est pour vous dire la plénitude de l'homme. Mais, après avoir parlé, peut-être même trop parlé de l'homme, l'homme a enfanté. Parce que tous les poètes sont des femmes en gésine. Il faudrait qu'ils accouchent. Donc, le livre, le bébé que nous célébrons aujourd'hui se nomme Africanitude. Je me suis posé des questions, à savoir, est-ce un néologisme sorti de l'imaginaire du poète ou bien est-ce un mot qui existait déjà dans la langue? Moi, je connaissais le mot négritude. C'est ce mot-là qu'on nous a tous enseigné. Qu'est-ce que la négritude? Qui n'a pas fait nos lycées pour savoir la négritude? Et ce mot-là était chargé, mais péjorativement chargé. Parce que le mot nègre est injurieux. Quand on parle de quelqu'un en nègre, au lieu de parler de lui en noir, c'est injurieux. Mais Césaire, en son temps, prenant l'injure qu'on lui jeta à la face, a cherché à le valoriser. Parce que le mot nègre, étymologiquement, vient du latin niger. Niger qui veut dire non. Niger qui veut dire néant. Niger qui veut dire nuit. Niger qui veut dire négation. Tout le champ sémantique du mot nègre, c'était pour nier l'existence des Noirs. Donc, j'aurais préféré ne plus enseigner la négritude, mais enseigner l'africanitude. Parce que, dans le titre Africanitude, tout critique littéraire vous dira qu'une œuvre se lit de la page des titres à la 4e de couverture. Vous prenez le titre Africanitude, ça montre que Mouchembaï a foi. Mais toute sa foi, c'est une foi en l'Afrique. Il a compris que l'Afrique est l'avenir du monde. Il veut que tout Africain se décomplexe. Parce que malheureusement, le goulot d'étranglement qui plombe le développement de l'Afrique, c'est ce complexe que nous avons. Et je ne sais pas quel combat je ne mènerai pas, mais je mènerai ce combat pour que le livre de Mouchembaï soit un livre inscrit dans les programmes de nos lycées. Je l'ai dit à Aziz, à chaque fois qu'il m'est donné l'occasion de faire la critique d'une œuvre. Pourquoi voulons-nous que la poésie meure avec les poètes? Moussé Dian, dans nos classes, est-ce que nous enseignons actuellement un auteur vivant? Senghor, il est sous terre. Birago Diop, il est sous terre. Césaire, il est sous terre. David Diop, il est sous terre. Hugo,
les Lamartine depuis le 19e siècle. Et c'est ce qui fait que la poésie devient presque inaccessible. Parce que les élèves pensent que ces gens-là qui les ont écrits sont des surhommes. On ne peut pas les voir. On aurait enseigné le livre, le recueil de Mouché Mbaye ou bien de Mouché Ndione. J'inviterai Mouché Ndione dans ma classe. Je lui dis, voyez-le, il habite Silma. C'est un Sénégalais, un Sérère en chair et en os. Les élèves pourront comprendre qu'écrire est possible. Mais, comme je l'ai dit, quand un livre se lit de la page des titres à la 4e de couverture, qui n'est pas capable d'expliquer un titre, ne peut pas expliquer un livre. Parce que le titre devient le résumé de tout le livre. Tout le livre se résume en une chose, la foi que Mouché Mbaye a en l'Afrique et en son développement. Mais, même l'iconographie, les images doivent parler. C'est quoi? La carte de l'Afrique, une fenêtre ouverte sur le monde et des enfants qui rient. De signifier, charmant public, la présence du colonel Diop parmi nous, un ami de longue date. Comme je disais, l'amitié est joyeux dans le cœur et l'écrin. Je demande d'applaudir très fort le colonel Diop en notre présence. Ce sera l'occasion de lui donner après la parole pour des témoignages parce que M. Mbaye va clore vraiment les élocutions. Mais aussi, c'est l'occasion de remettre le micro aussi présentement à M. Babacar Pouy qui nous vient de Silman, n'est-ce pas, qui va aussi faire un témoignage. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, pour engager tout sur la dynamique de M. Louis Ibrahim Mango, je vais juste charger le texte et pour saluer le départ de M. Papa Doumbia, vraiment qui, dans son programme très chargé, a tenu à être là. Nous disons merci de tout cœur et bravo au groupe Prestige. Africanitude, le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique où naquirent l'homme et la civilisation. C'est le temps de l'Afrique que souffle le vent de la conscience historique. C'est le temps de l'Afrique revendiquant la conscience au développement qui libère. C'est le temps de l'Afrique à l'aube de son nouveau jour. L'espoir et la ferme détermination nous amènent à la remise en question. Nous nous redressons pour bâtir une autre Afrique, une Afrique d'enchantement et d'émerveillement, en mesure de réactualiser le vaillant cœur à l'ouvrage. Ô Afrique authentique, quelle plus grande richesse espères-tu, plus que la puissance exaltée d'une jeunesse avide de challenges et de réalisations. Jeunesse espoir de l'Afrique, cette voix n'est pas la tienne. Rappelle-toi de l'horreur des traversées macabres, des transactions et des négriers qui vidèrent le continent de sa force vive. Aiguise ta volonté et impulse l'élan de prendre en charge le destin entre tes mains. Un plaidoyer qui rappelle par ailleurs la responsabilité des élites devant cette force vive à écouter et à accompagner dans l'œuvre urgente à bâtir ensemble des campagnes aux villes, l'appel vibrant des chantiers indique ta voix réelle. Africanitude, Africanitude, tu feras du travail une doctrine et de l'action un grand devoir. Je te rappelle par devoir la conscience historique, racine du patrimoine culturel, le panafricanisme, berceau de l'unité culturelle et la renaissance africaine, une foi au développement. Alioune Niang Mbaye. Mesdames et messieurs, je vais donc remettre le micro là pour vraiment les témoignages. Mais je pense qu'il y a une chose assez spéciale qu'il faut dire, mention spéciale au professeur Mango. Beaucoup de professeurs aujourd'hui enseignent la littérature, mais ils ne donnent pas la chance à des jeunes de découvrir. Parce que quand on ne produit pas, quand on ne taquine pas, quand on ne titille pas les consciences pour comprendre ce que c'est l'alphabet français, on a aujourd'hui pas mal vraiment la chance pour orienter nos jeunes. De grâce, je dis aux parents qui sont là, faites du livre l'ami de tout le temps et insistez à vos enfants vraiment pour qu'ils puissent faire du livre l'ami de tous les jours. Monsieur Babacar Pouy, sur ce, je vais vous donner le micro pour un témoignage. Merci beaucoup. De tout le plaisir, mais aussi tout l'honneur que nous avons de venir aujourd'hui célébrer
célébrer quoi? Le baptême d'un tam-tam lexique, africanitude. Africanitude, je ne vais pas m'épancher. Déjà, mes prédécesseurs ont parlé et il suffit de lire, je ne dis pas sur les lignes, mais entre les lignes. J'ai saisi l'occasion pour vraiment me glorifier de la prestance intellectuelle du chairman. Je ne maîtrise pas son nom, mais il maîtrise bien le français. Pour ensuite en venir au professeur Diédhiou et enfin à la dextérité du critique Mango. Sa finesse d'analyse, sa perspicacité, et je pensais que beaucoup n'allaient pas remarquer que le préambule de cette œuvre, c'était à travers un abécédaire en acrostiche. Ça, il faut le voir. Merci tous mes prédécesseurs. Nous venons aujourd'hui célébrer le baptême d'un tam-tam lexical, mais surtout magnifier son auteur, un grand homme dans tous les sens. Je veux nommer M. Alioune Mbaye. Je tiens à le magnifier à travers, en tout cas, un canal, le canal par lequel il nous interpelle. Je vais essayer de faire un témoignage sur Alioune Mbaye que je connais depuis qu'il a été technicien à l'École nationale de formation des techniciens de l'élevage et des industries animales. En ce moment, il était très jeune. Et encore, je l'ai connu encore plus jeune. En ce moment, il gardait les troupeaux. Donc, le compagnonnage est très long. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui j'ai coupé toute ma planification, toutes mes activités pour tenir à venir célébrer avec lui le baptême donc de ce fleuron Africanitude. Je vais utiliser votre canal au docteur Alioune Mbaye. Je vous ai connu berger en apprentissage de l'école de la vie. Je vous ai vu apprenant en exil au passage à l'école de Paris. J'ai détecté en vous un artiste aux talents multiples de génie. J'ai découvert en vous un africaniste aux allures de Messie. Vous avez toujours prôné lustre de notre culture et identité. Vous avez su donner âme au combat de notre souveraineté. La veille des phares communs vous aura ouvert les yeux de l'âme pour des lexis d'or qui illustrent la singularité de votre trame. Sursaut d'humanisme, vous estampille sage bienveillance et rhizome d'authenticité vous sustente rare reconnaissance. Votre guidée confie à la jeunesse élue aptitude et attitude pour s'affirmer et s'affranchir, vision de rêve, africanitude. Merci mon frère et ami Alioune. Tout ce qui se ressemble s'assemble. Nous sommes et resterons ensemble, Inch'Allah. Je vous remercie. Ça sera un exercice très difficile pour moi à cause de l'émotion. Parler de quelqu'un avec qui tu as cheminé pendant 40 ans, que les gens appellent Alioune Mbaye et que j'appelle affectivement Mbaye. Mbaye, je suis venu aujourd'hui avec ta fille, ma fille, que tu as baptisée à Ziguinchor, Ndoye Diop. Parler de Mbaye,
quelle serait ma porte d'entrée? Difficile. Je vais entrer par Tivaouane, la ville sainte, là où nous sommes nés, là où nous avons vu le jour. Je vais parler de Niambey en utilisant comme porte d'entrée Ben Tali, Nyari Tali, Wagunya ou HLM Grand Yoff. Je vais parler de Niambey en partant du quartier Ndout, des HLM, ou en mettant un lien avec Pirgourey. Je ne sais pas. Je parle de Niambey en parlant de Ziguinchor, HLM Nema, Grand Dakar, Guérina. Non. Niambey de Saint-Louis ou Niambey de Bambey, je ne sais même plus. Mais comme nous sommes à Thiès, je parle de Niambey en prenant comme porte d'entrée Peykouk. Et Niam sera de quoi je suis en train de dire. Monsieur Mango, difficile de dire ou de critiquer plus que vous. Vous qui venez de voir Niambey. Et vous avez dit avec honnêteté que vous n'avez même pas besoin de lire. Mais je vous appelle et je vous apprends que pendant 40 ans, je lis Niambey tous les jours. Tout ce qui est dans ce livre-là, ça fait plus de 40 ans que je le partage avec ce monsieur. Pour rappel, souvenez-vous de l'épopée des Lions en 2002. Niambey avait écrit un poème à la gloire des Lions. Et à l'époque, le président de la République, Abdoulaye Wade, lorsqu'il a lu, il a demandé à ses conseillers, faites-moi rencontrer ce monsieur. Je ne veux pas dévoiler 40 ans de vie. 40 ans de vie avec des secrets et des émotions que j'ai partagés avec ce monsieur-là. Et ce jour-là, devant beaucoup de ses conseillers, il les a demandé de l'appuyer, de l'encourager. Niambey dit ce que vous voulez, mes conseillers vont le faire. Mais c'est méconnaître l'homme. Niambey s'est fait seul et il se fera toujours seul. Au moment où tous nos rêves étaient d'être fonctionnaires, agents de l'État, c'est en ce moment-là que Niambey a démissionné de la fonction publique. C'est un agent de l'État, un fonctionnaire, M. Mango. C'est maintenant que personne ne veut plus être fonctionnaire. Mais chaque père, mère voulait avoir son fils ou sa fille devenir agent de l'État. Il a jeté l'éponge. Et quand on se rend compte, avec l'estime réciproque qui nous lie, je lui dis que je suis colonel, mais tu es plus courageux que moi. Parce que tu as toujours eu le goût du risque. Monsieur Mango, je ne suis pas surpris lorsque vous parlez de 99 poèmes, le chiffre 99. Savez-vous que ce monsieur qui est à votre gauche est un neveu de El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh, un petit-fils de Mamodo. Il ne pouvait pas écrire sans pour autant qu'il y ait cette pensée religieuse, parce qu'il est né dans ça. La quête du savoir a été toujours son quotidien. Oui, vous avez dit que c'est le propriétaire de l'Institut africain de développement local, que vous avez surnommé, il a des ailes. Excuse-moi, mon ami et frère, je veux dévoiler un secret. La première maison qu'il a eue, pour avoir cette école-là, il l'a vendue pour créer cette école-là. Avec tous les risques, hein, d'ordre familial, de ménage. Et je m'en arrête là, pour vous faire savoir la quête de savoir. Aujourd'hui, c'est un jour de plaisir. J'aimerais bien
que certains, avec qui nous avons cheminé, il y a de cela 40 ans, soient présents. Monsieur Gueye, aujourd'hui, moi je ne prends pas cet événement, vous m'excusez, cet événement comme un événement. C'est un non-événement. L'événement serait que Aliou Niambe, ce monsieur ici présent, soit vécu sans publier des livres et des livres. La seule fille de notre famille, qui est ma petite sœur, en 1998, disait à ma fille ici présente, sais-tu que l'ami de ton père ressemble à Cheikh Anta Diop? C'était en 1998. Mais il n'est pas Cheikh Anta. Il n'est pas David Diop. Monsieur Mango, il n'est pas Léopold Sédar Senghor. Il est Aliou Niambe et fier d'être Aliou Niambe. Mon ami, je ne veux pas être long. Parce que je ne peux pas raconter ici 40 ans de vie. Mais tu vis simplement. Niambe, qui vit simplement, doit nous amener, nous aussi, à vivre simplement, pour que simplement d'autres puissent vivre. Merci. Le clément par nécessité, le clément par excellence, je m'offre un très grand plaisir, autant qu'un honneur, de prendre la parole pour présenter, dans le cadre de la présentation du recueil de poèmes Africanitude. Normalement, si j'avais suivi le conseil de l'émotion, je déciderais de me taire. Tellement le cœur est empli de souvenirs, de rêves du passé qui sont aujourd'hui des réalités furtives, mais aussi de par les verbes qui ont été divulgués à travers cette cérémonie, je commençais déjà à douter de ma propre existence et de douter de ce potentiel que vous avez décalqué, qui me semble étranger à ma personne. Mais tenez-vous bien, dans des occasions pareilles, c'est des moments d'expression, de reconnaissance. C'est pourquoi j'aurais aimé, de prime abord, remercier la maison d'édition Harmattan qui m'a offert l'occasion de publier pour la première fois un recueil de poèmes. Et comme l'a si bien dit Mango, c'est une œuvre d'une trentaine d'années, résumant à la fois des rêves, des doutes, des peurs, des désespoirs, des espoirs, mais surtout des convictions. Harmattan, merci. Mais en voyant Harmattan également, je découvre un jeune frère, M. Colli. Je ne savais même pas qu'il travaille à Harmattan. Mais j'ai retenu beaucoup de souvenirs dans ma jeune carrière d'agent de développement, les moments que nous avons partagés. Et peut-être c'est ça qui fait que chaque fois tu me dis quand le livre en développement. C'est promis, M. Colli. Mes remerciements vont également à l'endroit d'Abdou Aziz Gueye, un homme de cœur et d'esprit, mais surtout un homme d'une générosité exemplaire qui, dans les rares moments où nous nous sommes croisés, il m'a toujours poussé à faire des efforts pour sortir au moins ce que j'avais gardé dans mes sacs, comme des poubelles intellectuelles. Il eut le mérite de m'avoir poussé à comprendre que les œuvres ne sont pas faites pour être gardées. Et tout à l'heure, M. Mango l'a confirmé en disant que la postérité dépend certainement de notre capacité à laisser quelque chose quand nous cesserons d'exister.
C'est pour aussi enchaîner sur des remerciements à l'endroit de M. Mango que je découvre aujourd'hui. Très honnêtement, quand je vous ai entendu faire votre critique, je me suis senti ravi parce que pendant les longues nuits que je mettais à écrire, à contempler, à méditer, et surtout à me poser des questions, par moments, je me disais que est-ce que ça valait la peine? Mais aujourd'hui, tu m'as séduit en me disant qu'il en valait bien la peine. Merci. Mes remerciements, c'est naturellement à l'endroit de la jeune équipe qui m'accompagne dans ma carrière professionnelle, parce que je suis économiste, spécialiste du développement local, enseignant, consultant. Ma profession n'a certainement rien à voir avec la poésie. Mais je dévoile aujourd'hui un secret. IADL, c'est la transformation d'un projet poétique en projet économique. Très souvent, je me posais la question de savoir, est-ce que le panafricanisme n'était pas dans une option virtuelle? Parce qu'il permettait à ceux qui nous ont devancés d'être dans une posture de larmoiement, sans tenter de donner des réponses concrètes. Et la vraie réponse, c'est le développement, c'est la lutte contre la pauvreté. La renaissance culturelle, on l'a souvent orientée vers le refus d'entendre l'existence de complexes que nous nourrissons. Effectivement, M. Mango, je te comprends. Aujourd'hui, il est question que chaque Africain sache. Point n'est utile de parler de complexes, mais c'est à nous d'aller prendre ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est le fait que l'Afrique ait été le berceau de toutes les civilisations, mais de toutes les sciences aussi. On s'est longtemps attardé au concept d'humanité, berceau de l'humanité. Ce qui reste un terme générique, mais je pense que l'Afrique est le berceau des civilisations et des sciences. Ça allait certainement nous permettre d'espérer que les Africains un jour comprendront le sens qu'ils vont donner à l'unité culturelle, prônée par Cheikh Anta Diop, à la conscience historique qui nous permet de marcher avec le monde, mais surtout notre capacité à inventer un génie panafricain qui n'est pas du tout dans l'isolement, dans le refus de respecter l'autre, dans le refus d'accepter l'autre, mais le panafricanisme, c'est de l'action. C'est vrai, M. Mango, quand vous avez mis à côté de mon terme africanitude, à côté de la négritude, vous avez bien compris. Je refuse d'être un nègre, je ne suis pas un nègre. Parce que je ne suis pas vide, je ne suis pas dans un néant, je suis plein. Je refuse d'être un nègre. Alors veux-tu que je te dise ce que c'est que le négrier? Le négrier n'était rien d'autre qu'un petit instrument qui était venu usurper de la force et de la richesse. Au finish, c'est le négrier qui existe. Le négrier est un voleur et de piètre personne. Je ne suis pas un nègre. Cette volonté de nous affirmer pour nous affranchir d'un ensemble de complexes peut-être nous a conduit à exprimer nos passions à travers le verbe poétique. Parce que tout simplement, nous avons peut-être compris qu'entre l'émotion et la science, le rayon qui est plus proche de l'homme est certainement l'émotion. Parce qu'en réalité, c'est le cœur qui nous commande. C'est le cœur qui a été d'ailleurs créé en premier lieu par rapport au cerveau. C'est le cœur qui est l'être. Et pour perforer les cœurs, il faut utiliser le verbe. On ne perfore pas le cœur avec du matériel. J'avais rêvé de sortir ce recueil au moment opportun, c'est-à-dire quand je sentirais au fond de moi la décadence du matériel et l'émergence de l'immatériel.
Et c'est certainement ça que j'appelle le temps de l'Afrique. Il est là, il est arrivé. Ce temps a été d'ailleurs configuré par la pandémie de la Covid-19, qui a montré que les plus faibles étaient plus résistants et les puissants étaient plus faibles. C'était certainement le nouveau contournement, c'était le déclic. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas appréhendé à sa juste valeur. Mais peut-être qu'en ayant des gens comme M. Mango, et qu'on refuse de penser que le matériel est plus fort que le verbe, nous finirons par construire l'essentiel, c'est-à-dire réaliser des citoyens africains, des citoyens à bon outil, des citoyens à bon escient. C'était le rêve que je portais à travers ce recueil. Africanitude, c'est l'exaltation d'un ensemble d'attitudes, de capacités, de compétences et de capacités, et même de valeurs de leadership, que nous devons essayer d'inculquer à une jeunesse qui aujourd'hui avide de challenges et de défis, une jeunesse perdue, une jeunesse d'ailleurs qui pense que le monde est à l'envers, une jeunesse qui pense que le ciel est en bas, la terre est en haut. C'est à cette jeunesse que nous voulons servir un petit message en leur montrant, enfin c'est arrivé le temps de l'Afrique. De quel temps je parle? Je parle d'un temps où chacun accepte de se remettre en cause, que chacun accepte de se mettre au service de l'action, que chacun accepte de se mettre au service de l'Afrique, et qu'enfin notre continent africain puisse marcher avec le monde, et que nous autres Africains nous levons la tête pour dire à l'autre, enfin c'est arrivé, œil pour œil, dent pour dent et science pour science. C'était ça le message. Et ma foi, en lançant ce livre, en le présentant, je suis très ému du fait que j'ai eu la présence de mon maître Babacar Pouye. Babacar Pouye, c'est mon maître. Et tous ceux qui sont proches de moi m'entendent toujours me référer à lui. Parce qu'en 1990, en tant que frère, il a eu le mérite de m'aider à tâter le diamant que je portais dans mon cœur. Nous avions voyagé ensemble en France pour des études et il était là à côté de moi comme un intendant. Il était là à côté de moi comme quelqu'un qui me galvanisait, parce que lui-même il est poète. En entendant tout à l'heure son témoignage, que de labyrinthe décodé. Maître, je ne peux que vous devoir respect, humilité et modestie. J'ai rien oublié. Mais la présence de l'ami d'enfance, j'ai l'habitude de dire que Gore n'est plus un ami, hein. Nous avons dépassé l'amitié. Gore est un frère. Parce que nous avons à peu près le même cursus, hein. Il était agent technique des eaux et forêts, moi j'étais agent technique de l'élevage. Et tous les deux, nous avions compris qu'il fallait continuer un chemin, que nous avons emprunté ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous nous sommes servis une amitié sincère. Celle-là même dépouillée de calcul, dépouillée de stratégie d'intégration d'intérêts, mais une amitié naturelle. J'ai rien oublié, Gora. Tout à l'heure, quand tu décrivais avec intelligence les sentiers que nous avions empruntés dans le passé, les sentiers sur lesquels nous nous mettions pour rêver, pour garder de l'espoir, j'étais en transe. Mais alhamdoulilah. Et je suis très content que tu m'amènes ma fille Ndoya. Une fille
qui rappelle aussi un grand pavé de l'histoire. C'est-à-dire le moment où le jeune père luttait, s'arc-boutait, et était prêt à porter un combat. Et je me rappelle ma fille, quand tu dis Diop, ça fait partie de ce qui m'a encouragé ma fille. Hein? Et depuis lors, je m'intégrais comme un savant. Mais peut-être un jour, je serai un savant. Mais aussi, je ne pourrais pas manquer de parler de mon intendant scientifique. Le professeur Ibrahim Thiam, il est là. C'est mon directeur de thèse en économie. Hein. Et lui aussi, lorsque nous nous sommes croisés dans les couloirs de l'ANAMA, en personne généreuse, il me dit, écoutez, Déo, vous portez plus que ce que vous avez. Et lui aussi, comme maître Babacar Pouy, il avait intentionnellement et d'une manière généreuse contribué à m'emmener vers ce qu'on appelle une inclinaison scientifique. Professeur, je vous remercie du fond du cœur. Et très souvent, on dit que quand les relations se tissent, nous n'avons pas la possibilité de savoir quand est-ce que ces relations vont s'exprimer comme des utilités et des émanations et des rémanences du ciel. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec M. Bango. Je viens de le connaître. Mais rassurez-vous, j'accepte d'être pour vous un disciple. Parce qu'en vous entendant manier la langue, vous avez pu allier deux éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire le verbe et le tonus. Pour éviter que la parole ressemble à une rhétorique insensée, avide, il faudrait encore une fois de plus que le verbe soit enrobé d'un tonus. Il y avait tout un tonus dans votre manière de parler. Et on sent aussi une certaine élégance. Parce que le mérite des grands hommes, c'est d'accepter à chaque fois qu'ils rencontrent de grandes œuvres, c'est de les magnifier. C'est un exemple de grandeur aussi. Et je vais peut-être terminer mon propos, pour ne pas être trop long, par une prière, toute brindille de gloire qui semble satisser ou s'allumer en cette occasion solennelle. Permettez-moi de la déporter vers mes défunts parents. Ma brave mère, stoïque, ménagère, Khairi Oumou, qui était aussi amie de Babacar Pouy, et du colonel aussi, que cette gloire l'accompagne au chevet de sa tombe, certainement dans un des palais somptueux de Firdausi. Mais cette gloire aussi à mon brave père, qui était constructeur, bâtisseur à travers son métier de maçon, qui avait à travers également son énergie et sa bravoure abrégé sa vie alors que je n'avais qu'un mois. Il m'a inspiré à distance et peut-être je vivrai plus longtemps que lui. C'est une prière pour moi. Mais aussi ce serait très insensé de rappeler mon attachement à l'école de Serigne Babacar Sy. Cela aussi me rapproche avec Babacar Pouy. Babacar, j'organiserai une cérémonie pour retracer tout ce que nous avons vécu. Ce ne sera pas pour présenter un livre, mais c'est pour peut-être servir une belle leçon de sagesse que tu vas toi-même prendre en charge. Et ce n'est point par hasard que Babacar Sy, qui était fils de El Hadj Malick Sy, mon maître Babacar est accompagné par l'imam Malik. Il est là à côté de nous. Je me rappelle quand nous partions en France, en 93, tu nous avais accompagnés à l'aéroport. Tu étais très fougueux.
Et tu nous disais dans un verbe très loquace, très fort et haut, da ngeen ngi dem si dëkku tubaab yi yóbbaale leen seen diine seen cosaan ak seen deret. Je te vois toujours accroupi devant les grilles de Léopold Sédar Senghor comme un sage à prier pour nous. Et tu avais mis un bracelet sur la main de Babacar, ne sachant quoi faire avec moi, tu avais mis une petite bague. Je n'ai pas oublié. Donc la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, elle est avant tout une réunion de famille. Mais une famille qui s'est élargie. Et l'élément qui a élargi la famille, c'est le recueil Africanitude. Donc je prie pour que ce recueil soit peut-être lu et qu'on me comprenne. Et tous les manquements, il n'en manquera pas, qui y seront décodés, peut-être seront acceptés comme une possibilité, mais surtout comme la réalité de l'imperfection. Je l'accepte. Et tenez-vous bien, M. Mango, je vais en produire d'autres. Parce que me séparer de la poésie, c'est un peu donner un coup de poignard à mon âme. Parce que chaque instant pour le poète est un moment d'exaltation. Et si vous me permettez d'ailleurs, pour vous quitter et vous donner de la joie, j'aurais aimé improviser un poème à partir de cette cérémonie, si vous permettez. Me voici comme mon espoir, me voici comme une grandeur, me voici aujourd'hui auréolé par une gloire. Peut-être hier, quand j'écrivais ces lignes, je me sentais amateur. Oh, que ces lignes m'ont permis aujourd'hui de croiser et de densité de matière grise. Je pense à celui qui chatouille ma droite avec son verbe éloquent, très véloce avec sa petite taille. Oh, que son verbe est éloquent, d'une clarté extraordinaire, d'une lumière sourdine. Peut-être qu'il n'avait pas tort de choisir pour nom de famille un nom de fruits délicieux. Et tenez-vous bien, en ce moment précis, c'est la période de ce fruit. Le voilà, inspiré. Mais il a certainement senti les flots, pour le reprendre, du colis verbal de Bachir Koli. Bachir qui avait parlé avec son cœur en amarrant sa langue sur ses dents. Il a libéré son esprit et il s'est également délivré comme un poète. Bachir est un poète. Mais ce moment est certainement chargé par le fait qu'il a pu réunir des sensibilités diverses. L'intendant scientifique dans les sentiers universitaires, le maître de la source, un sérère stoïque, produit de Manka Djahan, mais surtout la vie d'enfance qui célèbre encore les mémoires de l'enfance. Pourrais-je m'arrêter sans parler de l'enfance? Oh, mes mémoires d'enfance. Mes mémoires d'enfance, c'est un souvenir qui défile dans ma mémoire nostalgique. Je me rappelle les folles courses derrière les lièvres aux élans magnifiques. Je me rappelle des mares visitées où étaient étalés des nénuphars souriants. Et aujourd'hui, je me donne le droit de m'arrêter, de me rappeler. Voilà, je vous remercie.